On remercie un de mes profs de fac de m'avoir prêté ça le semestre dernier et à moi de lui avoir jamais rendu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du conte de Charles Perrault, La Barbe Bleue. C'est un de mes contes préférés de tous les temps et même s'il ne dépassera jamais La Petite Sirène d'Anderson, il n'est pas très long. J'ai décidé pour cette vidéo d'abord de présenter le genre littéraire des contes. Pour ceux qui auraient oublié ou qui ne connaissent pas ce conte, je vais évidemment le résumer de manière très détaillée et ensuite on pourra passer à l'analyse. Petit cours de français d'abord, qu'est-ce qu'un conte? Les contes, c'est un genre littéraire au même titre que le roman, la poésie ou le théâtre. C'est une forme brève, tout comme la nouvelle, mais les contes sont plus dynamiques. En effet, on va souvent peu s'attarder sur la description, mais plus se concentrer sur l'action et sur le développement des personnages. C'est un genre issu de la tradition orale, mais il a été ensuite mis par écrit, notamment par Charles Perrault ou par les frères Grimm. L'important dans les contes, c'est sa dimension invraisemblable, qui peut parfois tendre jusqu'au merveilleux. Dans la critique littéraire, les contes sont souvent vus comme un genre littéraire de faible importance, on appelle ça un genre mineur. Or, je suis sûre qu'on est tous d'accord pour dire que les contes ne sont pas du tout un genre mineur, qui sont souvent à la base de notre culture littéraire, comme peuvent l'être par exemple les fables. Bah oui, c'est sûr que si je vous le demande, vous connaissez certainement mieux les fables de La Fontaine ou les contes de Charles Perrault plutôt que les pièces de Racine, qui pourtant datent de la même époque. Qui n'a jamais lu étant enfant Le Petit Poucet ou Le Petit Chaperon Rouge? Et c'est là qu'on touche à un point hyper intéressant. Pourquoi les contes sont généralement aussi décriés? Et ben c'est justement pour cette raison, parce qu'on dit qu'ils s'adressent uniquement aux enfants, que c'est des belles petites histoires avec des belles petites morales qui servent à les éduquer. Beaucoup d'entre nous sont biberonnés par les versions des contes par Disney, et même si la plupart des adultes, on s'entend, ont quand même conscience que les contes originaux sont un peu moins édulcorés, qui font très souvent flipper et qui finissent pas très bien, et ben on soutient encore et encore que c'est pour mettre en garde les enfants et les éduquer. Mais bon, et si je vous disais que les contes sont plutôt faits pour les adultes en fait? Et en parlant de contes qui sont destinés aux adultes, on va s'occuper de celui qui est considéré comme le plus trash du répertoire de Charles Perrault, La Barbe Bleue. Petit rappel sur Charles Perrault, donc il est né en 1628 et il est mort en 1703. C'est un des auteurs phares du XVIIe siècle, tout comme Molière, La Fontaine ou alors Racine. Charles Perrault, il écrit dans beaucoup de genres littéraires différents, mais on le connaît surtout pour ses contes. Et aujourd'hui, on s'attaque à La Barbe Bleue. Après, c'est pas exclu que je vous fasse d'autres analyses sur d'autres contes de Perrault. Ce conte est publié en 1697 dans un recueil qui en contient plein d'autres, notamment La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, mais aussi Les Fées et Le Chat botté. Que des gros classiques, on va pas se mentir. Comme je l'ai dit, La Barbe Bleue, c'est considéré comme le conte le plus violent et le plus trash de tout ce répertoire. Et à raison. Je vais vous faire un résumé très détaillé du conte, mais si vous avez le temps, je vous conseille de le lire, il est facilement disponible sur internet. On suit l'histoire d'un homme célibataire surnommé La Barbe Bleue et qui souhaite épouser l'une des deux filles de sa voisine. Dans les environs, il est connu comme l'homme le plus moche, notamment à cause de sa barbe bleue qui lui donne l'air d'un monstre. Mais voilà, lui il a envie de se marier et donc il demande à sa voisine si l'une de ses deux filles voudrait bien l'épouser et la réponse est non. Au-delà du fait qu'il n'est pas vraiment séduisant, eh bien les femmes de La Barbe Bleue disparaissent de manière un petit peu étrange et on ne sait jamais ce qu'elles deviennent. Bizarre, à leur place je ferais pas confiance non plus. Mais La Barbe Bleue il est déterminé, donc il part dans sa plus belle paranuptiale. Il invite les deux femmes ainsi que leur mère et quelques amis dans un périple à la campagne. Et là il sort le grand jeu. Repas, promenade, partie de pêche, tout est là pour leur plaire. Et la plus jeune commence à se dire bon au final il est pas si horrible que ça. Et donc elle décide de l'épouser. Comme quoi, quelques parties de pêche, ça peut vraiment changer la donne. Ils se marient tous les deux, mais au bout d'un mois, La Barbe Bleue doit partir en voyage d'affaires pendant 6 semaines. Il la laisse donc dans la grande maison et lui dit qu'elle peut même inviter des amis, ce qui est plutôt cool de sa part. Il lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, il lui donne toutes les clés de la maison, et il y en a beaucoup. La vaisselle, les garde-meubles, les coffres-forts, elle a accès à tout ce qu'elle veut, sauf le cabinet personnel de La Barbe Bleue qui se trouve au sous-sol. Donc il lui donne une petite clé et lui demande de ne pas ouvrir la porte.
mais il lui donne la clé quand même. Vous le verrez après, il aurait peut-être dû garder cette clé dans sa poche. Il part, elle invite donc ses amis pour lui tenir compagnie et ses copines elles sont super heureuses, donc elles retournent littéralement à la maison, elles regardent toutes les tenues, tous les meubles, toute la vaisselle. Oui, parce que la Barbe Bleue, il est pas forcément séduisant, il est pas forcément très avenant, mais il est super riche. Et ça, au XVIIe siècle, voire même maintenant, ça fait plaisir aux copines. Mais la jeune fille, elle est beaucoup trop curieuse, donc elle fausse compagnie à ses amis, elle prend la petite clé et elle décide d'aller ouvrir le cabinet. Le cabinet d'ailleurs c'est un bureau, c'est pas des toilettes. Non, c'est jamais, parce que moi quand j'étais petite je pensais que c'était des toilettes. Elle descend les petits escaliers dérobés et d'ailleurs on en reparlera dans l'analyse. Elle prend la clé, elle ouvre la porte et là, surprise, elle tombe sur une mare de sang. Il n'y a aucune vanne, hein, c'est vraiment digne d'une vidéo de true crime. Elle voit la mare de sang sur le sol et elle décide de lever les yeux. Et là, elle voit des cadavres de femmes pendues. Elle reconnaît les anciennes femmes de Barbe Bleue. Comment? J'en sais rien, je dirais, vu que c'est un village, tout le monde se connaît. Sauf qu'en état de choc, elle a fait tomber la clé dans le sang. Elle la récupère et celle-ci est malheureusement tachée de rouge. Elle se dit qu'elle va la nettoyer, mais en fait, cette clé, elle est magique et les gouttes de sang ne disparaîtront jamais. Donc, autant dire qu'elle sait qu'elle a fait une grosse bêtise et que quand son mari va revenir, il va pas être très content. Et elle a raison, puisque quand il rentre et qu'il voit la clé, il lui dit qu'il va devoir la tuer aussi. La jeune femme, elle décide de ruser et elle lui demande donc un petit peu de temps pour prier avant sa mort. Il l'enferme dans une tour, oui parce que la maison est tellement grande qu'elle a aussi une tour. Elle se précipite à la fenêtre où elle voit sa sœur. Comme par hasard, elle lui demande de l'aide et ordonne d'appeler leurs deux frères. Mais ils n'ont pas l'air d'arriver si vite que ça puisque la Barbe Bleue s'impatiente et va chercher la jeune femme pour la tuer. Il lui dit en gros qu'elle a trahi sa confiance et qu'elle aurait dû être plus sage que ça pendant son absence. Et là, les deux frères arrivent comme de valeureux chevaliers. Ils récupèrent leur sœur, ils tuent la Barbe Bleue d'un coup d'épée, c'est très important. La jeune femme hérite donc de la gigantesque fortune de la Barbe Bleue, elle s'en sert notamment pour aider ses frères, mais aussi pour payer la dot de sa sœur et payer sa propre dot pour pouvoir se remarier avec un homme beaucoup plus honnête. Je vais vous lire la dernière phrase parce qu'elle est absolument incroyable. Désolée pour le reflet, mais il va me falloir absolument mes lunettes, sinon je vais juste pas voir. Et elle prit le reste, donc de son argent, pour se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la Barbe Bleue. Et c'est la fin du conte. Enfin, il y a quand même deux morales dont on va parler après. Maintenant que je vous ai résumé le conte en détail, on va pouvoir passer à l'analyse qui va être structurée en 3 points différents. D'abord une étude des personnages et surtout de comment sont représentés le féminin et le masculin dans ce conte. On va ensuite étudier les fonctions narratives et symboliques de l'espace. Et pour finir, on reviendra sur les deux morales de la Barbe Bleue. Première partie, les personnages. Je vais d'abord vous parler des personnages masculins et ensuite des personnages féminins. Pour les personnages masculins, on a une opposition entre la figure du monstre qui est représentée par Barbe Bleue et ensuite on a la figure du chevalier ou de l'honnête homme comme le sont les frères de la jeune fille mais aussi le mari qu'elle va épouser à la fin. Je vous l'accorde, tout est très binaire mais c'est souvent comme ça dans les contes, on va utiliser des archétypes, c'est-à-dire des types de personnages qui sont extrêmement récurrents et identifiables pour que les enfants puissent se repérer et voir qui sont les gentils et qui sont les méchants. Mais nous en littérature on dira qui sont les modèles et les contre-modèles. D'abord la figure du monstre, comme je vous l'ai dit, elle est incarnée par la Barbe Bleue et justement rien qu'au physique de ce personnage, on s'aperçoit qu'il est méchant. En effet, il est décrit comme immonde ou comme laid et on le sait souvent dans la fiction, les personnages qui sont moches sont rarement gentils. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se disait que justement le vice devait se voir sur le visage, vision extrêmement caricaturale, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fait exprès. Et au-delà d'avoir un physique peu avantageux, il a cette grosse barbe qui est un symbole de masculinité, donc de pouvoir et a fortiori de violence, et la couleur de la barbe. Parce que la Barbe Bleue, on est d'accord que c'est loin d'être naturel et que ça lui donne un aspect de monstre. Après, dans les analyses de critiques littéraires, on dit que la barbe est décrite comme bleue parce qu'elle était tellement noire qu'elle rendait au final bleu. En tout cas, qu'elle soit bleue pétante ou qu'elle soit noire, c'est rarement positif. On a l'archétype du monstre où le physique n'est au final qu'un miroir de l'intériorité de Barbe Bleue qui est violente, brutale, cruelle, enfin bref, Barbe Bleue c'est pas un chic type. Et vous savez qui sont les chic types? Les frères de la jeune fille. La jeune fille qui d'ailleurs n'a
pas de prénom. Au final, à part Barbe Bleue, personne n'a de prénom en fait. Les deux frères qui représentent une autre vision de la masculinité qui est en contradiction totale avec la masculinité monstrueuse de Barbe Bleue, c'est clairement les pro-chevaliers, c'est ceux qui vont venir en aide à la dame en détresse à la fin. Ils sont courageux, ils sont justes, ils sont loyaux. Peut-on glisser que bien que la jeune femme se défait de l'autorité de Barbe Bleue à la fin, elle se retrouve sous la coupe de ses frères et puis de son mari. Donc au final, ils sont honnêtes, mais ils continuent quand même à garder la main sur la femme du récit. Et clairement, je vois elle se marie avec un honnête homme à la fin comme finalement un retour à l'ordre social. On n'allait clairement pas laisser une jeune femme sans autorité parentale, donc une autorité masculine. C'est pour ça qu'après son traumatisme et sa relation très violente avec Barbe Bleue, on ne lui laisse pas de répit et elle finit quand même par se marier. Non, moi je le glisse comme ça, mais que ce soit le monstre ou le chevalier, au final ils ont quand même une grosse autorité, que ce soit physique ou symbolique. C'est bien pour préciser aux enfants le rapport de force qui doit toujours s'exercer. Je rigole. Oui, parce que Charles Perrault, bien qu'il soit considéré comme un moderne à son époque, eh bien, il vit quand même dans la société du XVIIe siècle où une femme se doit d'être mariée. Et d'ailleurs, en parlant de la femme, on va maintenant parler des personnages féminins qui sont divisés elles aussi en deux catégories. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait les deux catégories ne sont pas partagées entre les personnages. En fait, c'est l'héroïne du récit qui incarne ces deux formes de féminité. Quand je parle de féminité, je parle évidemment de modèles littéraires, d'archétypes, donc de personnages ultra caricaturaux. On a au début du récit une version plutôt valorisée de la féminité. C'est elle qui accepte, au-delà de son physique pas très avantageux, d'épouser Barbe Bleue. En gros, là, c'est un petit peu la belle et la bête qui voit le potentiel au-delà du physique. Bon, au final, elle s'est un peu gourée au niveau du potentiel de Barbe Bleue, mais on peut pas lui en vouloir. C'est une femme parfaite qui est mariée et qui s'occupe de la maison. Et au début, elle suit à la lettre les ordres de son mari. Ce qui est un bon point pour l'époque. Donc, vision très positive de la féminité. D'ailleurs, elle est jeune et jolie, ce qui veut forcément dire que c'est une femme incroyable, n'est-ce pas? Mais attention, parce que cette jeune fille, lorsqu'elle va ouvrir le cabinet, va trahir son mari et elle va se transformer en une véritable pécheresse. Et donc là, clairement, c'est un remake d'Adam et Ève, où c'est la femme qui commet le péché, ou alors qui conduit les autres au péché. Et elle se transforme en un instant de la femme incroyable et parfaite à la femme vaniteuse, curieuse, ce qui est, je vous le rappelle, un vilain défaut. Et puisqu'elle voulait dissimuler son erreur en nettoyant la clé, c'est aussi une manipulatrice. Clairement, elle sort du cadre. Et le fait que ce soit son mari, donc une des autorités les plus puissantes sur elle, qui veuille la tuer, c'est un message hyper puissant qu'on envoie au lecteur. Ah oui, parce que si son mari veut la détruire, ça veut dire que selon lui, elle n'a plus aucune place dans la société. Mais bon, puisque c'est un monstre, on lui donne que peu de crédit dans le récit et elle arrive quand même à atteindre une certaine forme de salvation. Elle est sauvée par ses frères qui finalement la détournent un petit peu du péché. Et là vous allez me dire, mais pour l'instant il n'y a rien de trash, c'est plutôt même classique. Je vous l'accorde, comme j'ai expliqué, à la fin on a une sorte de retour à une harmonie sociale. Les femmes sont mariées à des honnêtes hommes et les monstres sont morts. Mais attendez, parce qu'on va passer à des choses encore plus intéressantes et je vais vous montrer en quoi ce conte est extrêmement subversif. Et pour ça, quoi de mieux que d'en dresser le topogramme. Le topogramme, c'est juste un mot hyper stylé pour dire comment l'espace est structuré dans le récit. Et pour ça, on va s'intéresser à la structure de la maison de Barbe Bleue. On rembobine un petit peu le conte et on revient au moment où la Barbe Bleue va quitter sa maison pour son voyage d'affaires. Il dit à sa femme, et je cite, « Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. » À ce moment du récit qui apparaît juste après le mariage de l'héroïne et de la Barbe Bleue, l'auteur crée une espèce d'espace infini qui est renforcé par les adverbes tout et partout, mais on a quand même une petite zone grise, c'est ce petit cabinet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit du fait qu'il soit interdit, le personnage principal a conscience que cet espace existe. C'est pas comme si Barbe Bleue n'avait rien dit à sa femme. Justement, il fait mention de cette pièce et on y met un grand point d'interrogation. Et évidemment, la connaissance de ce fruit défendu, et ben ça le rend terriblement attirant. C'est un espace invisible qui profite de la projection à la fois du lecteur mais aussi de l'héroïne. On y imagine clairement ce qu'on veut et le contenu peut évoluer au fur et à mesure de la lecture. La nature de cette pièce n'est donc pas fixe,
mais mouvante. Mais l'intrigue se poursuit et la Barbe Bleue quitte les lieux et il autorise sa femme à inviter des amis pour qu'elle ne s'ennuie pas. Pour cette partie, je vais vous lire un extrait. Donc là, dans ce passage, on parle des amis de la jeune femme. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meubles où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie qui, cependant, ne se divertissait point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement du bas. Cette citation, elle permet l'organisation de la maison en plusieurs espaces hiérarchisés, surtout grâce à l'emploi des adverbes de lieu, notamment voilà ou où. D'abord, nous découvrons la partie haute de la maison qui est extrêmement luxueuse. On a une multitude de pièces, de meubles, de fioritures. C'est ce qu'on appelle l'espace refuge, puisque l'héroïne y est complètement en sécurité. Elle a le droit d'y être, elle sait exactement ce que contient chacune des pièces, elle est dans sa zone de confort. Mais l'espace refuge, c'est-à-dire la zone de confort, elle doit absolument être quittée par le personnage du conte, sinon il n'apprend pas grand-chose. Ce haut de la maison, il représente un petit peu une prison dorée. D'ailleurs, le haut représente toujours symboliquement le bon ou le beau. On a vraiment une opulence et une frénésie, notamment avec les emplois de elles parcourèrent et elles montèrent. Et tout ça, ça tend plutôt vers le factice. La description y est florissante, la découverte de l'espace par les amis de l'héroïne se fait en arborescence, mais l'énumération à rallonge et le surplus de détails et de babioles inutiles, ça rend la visualisation très compliquée et la lecture très indigeste. Et ça, c'est un moyen pour Charles Perrault de dénoncer l'opulence et la richesse exacerbée de certaines personnes à l'époque. Donc cette partie de la maison, c'est un petit peu la maison sociale, celle qu'on va exhiber et montrer à nos amis, et ça contraste avec le petit cabinet de l'appartement du bas. D'ailleurs, l'adjectif bas n'est pas du tout employé par hasard. On peut y voir plusieurs symboliques différentes. D'abord le bas qui évoque le secret. Vous savez, les choses qu'on met sous le tapis pour ne pas les révéler au monde. Mais, et là ça commence à devenir trash, le bas ça évoque aussi le bas corporel. Parce que l'une des interprétations possibles du conte, c'est celui de la découverte de la sexualité. Après le haut de la maison, donc l'espace refuge, on va passer à un deuxième type d'espace qui est l'espace de transition. Souvent dans les contes, il s'agit d'une forêt ou alors d'un cours d'eau et c'est quelque chose que l'héroïne doit absolument traverser pour accéder à l'espace qui est interdit. Là, on n'a pas de forêt ni de cours d'eau, on a des escaliers. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter leur compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Les escaliers ici font office d'écrin pour sublimer l'héroïne qui s'apprête à découvrir la pièce secrète. Si on reprend la théorie selon laquelle le conte est une métaphore de la découverte de la sexualité, c'est à ce moment que la jeune fille quitte le monde public et connu, grossièrement c'est-à-dire le monde de l'enfance, elle le quitte pour devenir une femme. L'héroïne va changer à tout jamais. Cette idée, elle est notamment étayée par l'adjectif sombre ou alors le terme d'escalier dérobé. Elle manque d'ailleurs de mourir 2 ou 3 fois en descendant. C'est un peu beaucoup pour quelques marches quand même. Et c'est pour ça qu'on peut se dire que c'est peut-être une parodie des fameux récits de chute qu'on retrouve beaucoup en littérature. Vous savez, ce moment où le philosophe va faire une chute, tomber sur la tête et avoir une grosse révélation sur le monde. On le voit notamment chez Montaigne, mais aussi dans l'Antiquité et dans beaucoup de récits de conversion. Mais peut-être que c'est aussi une réécriture du mythe de la caverne de Platon. Chez Platon, l'accès à la vérité se fait nécessairement dans la douleur. En tout cas, j'en suis sûre, Charles Perrault ici fait des clins d'œil à la tradition littéraire. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. Premièrement, on remarque la présence d'une porte. La porte est ce qu'on appelle un motif du seuil. C'est un motif littéraire qui représente la frontière entre deux mondes, deux réalités. La mention de la petite clé qui rentre dans la serrure, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça appuie clairement la symbolique sexuelle.
La découverte de la pièce par l'héroïne se fait évidemment dans le dos de Barbe Bleue. Aussi, si on reprend notre théorie, ça veut dire que la découverte de la sexualité se fait dans le dos du mari. Généralement, la critique littéraire s'accorde pour parler d'un adultère, mais moi je suis pas du tout d'accord, puisque la maison est dépouillée de toute présence masculine, et aussi que l'héroïne est bien seule et qu'elle s'est séparée de ses amis. Clairement, le fait que l'héroïne découvre la pièce toute seule, pour moi c'est une façon de représenter la masturbation. Bref, la découverte de la pièce, selon moi, brise un petit peu de la puissance de cet espace. La femme y découvre donc les cadavres des anciennes femmes de Barbe Bleue, mais cette description est volontairement irréaliste. Bah oui, puisqu'elle aperçoit d'abord les corps dans le reflet du sang. Qui peut voir quelque chose dans le reflet du sang? Personne. Surtout si le sang est coagulé, ça veut dire qu'il est assez sombre. L'image du miroir ne tient pas du tout la route, du moins du point de vue scientifique, mais il est extrêmement puissant du point de vue symbolique. En gros, l'héroïne, quand elle voit les cadavres, c'est un petit peu comme un miroir d'elle-même, ou plutôt de ce qu'elle va devenir lorsque son mari se rendra compte qu'elle a pénétré dans le cabinet. Et même si on ne sait pas exactement pourquoi la première femme de Barbe Bleue a été tuée, il est sûr que les autres, c'est à cause de leur curiosité. Et comme je l'ai dit, Barbe Bleue, c'est presque l'autorité suprême sur ces femmes. Et donc, a fortiori, on peut dire que les femmes qui fautent, en tout cas d'un point de vue masculin, celles qui n'obéissent pas aux ordres, on pourrait dire celles qui s'émancipent, eh ben elles sont comme mortes aux yeux de la société. On a ici une première tripartition de l'espace. D'abord le haut de la maison qui est l'espace refuge, l'escalier qui joue le rôle d'espace de transition, et la pièce secrète qui joue le rôle d'espace interdit. Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve énormément dans les contes, et d'ailleurs on le retrouve dans chaque conte de Charles Perrault. Mais, et c'est un cas plutôt singulier chez Perrault, ici on a une deuxième tripartition d'espace. Après le retour de voyage de Barbe Bleue, il découvre la trahison de sa femme. En effet, la clé ensanglantée, c'est bien le témoin que sa femme ne l'a pas écouté. Comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, il lui dit qu'elle doit mourir, mais elle utilise un stratagème pour être enfermée dans la tour le temps de trouver une solution. Et là, on a de nouveau trois espaces distincts qui se matérialisent. D'abord la maison dans laquelle Barbe Bleue attend sa femme, ensuite la tour, et le dernier espace, l'extérieur. Selon moi, cette tripartition de l'espace, elle n'est pas symbolique comme l'est la précédente, mais elle est temporelle. La maison, elle représente le passé, puisque la Barbe Bleue l'y attend pour la punir pour ses erreurs qu'elle a commises précédemment. La tour représente le présent. C'est le moment ou jamais pour l'héroïne de demander de l'aide. Mais c'est aussi un moment de prière et d'introspection, c'est-à-dire un moment qui est extrêmement connecté au moment présent. Et l'extérieur, pour moi, il représente clairement le futur, puisque sa sœur et ses frères sont ses seuls espoirs de survie. Et donc pour elle, c'est le seul moyen d'avoir un futur. On arrive à la fin du conte, et à la fin de cette partie de l'analyse, où on se rend bien compte que les lieux et la structure de l'espace, elle a un sens très important dans les contes. Pour clôturer cette analyse, on va passer aux morales. Dans ce texte, il y en a deux et elles sont clairement écrites à la fin du récit. Première moralité, la curiosité, malgré tous les attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours il coûte trop cher. Cette première morale, on a quelque chose qui est très classique et qui revient un peu à ce qu'on a dit sur les personnages. Puisque là on attribue la curiosité au sexe, c'est-à-dire au sexe féminin. C'est un défaut que l'héroïne a et que les autres femmes de Barbe Bleue ont eu aussi, et ça leur a coûté très cher. Ça, selon moi, c'est la morale de Perrault qui fait bon genre. Il l'a clairement mis pour faire plaisir à tout le monde, et c'est vrai que cette morale, on la donne souvent aux enfants. La curiosité est un vilain défaut, tout ça. Mais comme je vous l'ai montré, j'espère, ce conte il est beaucoup plus profond que ça, et c'est pour ça qu'on a une deuxième moralité, et je pense qu'on a beaucoup à en dire. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé, et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible, fût-il malcontent et jaloux. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Là, c'est clairement Charles Perrault qui pense qu'au XVIIe siècle, ils avaient réglé tous les problèmes de maltraitance et de violence domestique. Je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. D'ailleurs, c'était pas du tout le cas à l'époque non plus. Mais voilà, cette morale, elle est beaucoup plus adulte. Si on la prend au premier degré, ça veut dire un petit peu « les gars, faites attention, vos femmes vous contrôlent ».
que cette histoire est un conte du temps passé. C'est tellement ironique, surtout quand on a en tête les chiffres des féminicides, parce qu'en soi, Barbe Bleue, c'est ça, c'est le récit d'un homme qui commet une multitude de féminicides. Mais bon, peut-être que si Charles Perrault se moque justement des femmes qui domineraient un petit peu les hommes et aux hommes qui deviendraient très doux à leur côté, c'est peut-être un retournement qui est volontairement grossi pour montrer que les femmes prenaient justement beaucoup plus de place, ce qui est très cool. En tout cas, cette dernière morale, elle m'a fait beaucoup réagir et elle m'a fait réfléchir à plein de choses. J'espère que mon analyse du conte de la Barbe Bleue de Charles Perrault vous aura plu. J'ai brassé beaucoup de choses différentes et j'espère que chaque point d'analyse vous aura plu et vous aura paru pertinent. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la littérature et pourquoi pas sur d'autres analyses de contes. Comme je vous l'ai dit, mon préféré ça reste La Petite Sirène d'Anderson et je pense qu'il va finir par arriver. N'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt. Salut!